Bienvenue dans le 20h. Merci de vous informer sur RTI 1. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'imprègne des préoccupations de la diaspora ivoirienne aux États-Unis. Il a échangé avec les Ivoiriens lors de son déplacement à Washington pour les assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI. La gendarmerie nationale renforce ses effectifs. 290 nouveaux élèves sous-officiers, dont 13 filles, ont été présentés au drapeau aujourd'hui. Ces femmes et hommes sous-officiers ont été invités au respect des lois et institutions de la République. En plus de la gendarmerie, les femmes investissent dans d'autres secteurs d'activité. Ce soir, nous projetons nos caméras sur ces femmes spécialisées en entretien de chaussures pour hommes. Enfin, en Centrafrique, 4 casques bleus ont été retrouvés morts après l'attaque de leur convoi hier dans le sud-est du pays. 8 autres ont été blessés. Un casque bleu est toujours porté disparu. Merci de nous suivre à travers le monde. Comment se porte la diaspora ivoirienne aux États-Unis d'Amérique? Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a voulu en savoir. Il a donc profité de sa mission à Washington pour les assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI pour rencontrer les Ivoiriens. Il les a appelés à l'entente et à la cohésion. Le témoignage de notre envoyé spécial aux États-Unis, Adama Kone. Samedi soir en famille, tel pourrait être l'intitulé de la rencontre entre le Premier ministre et la communauté ivoirienne vivant aux États-Unis. Une réunion qui permet au porte-parole et président intérimaire de l'Union fraternelle des Ivoiriens, UFI, d'appeler à la cohésion. L'avenir de notre pays passe par la réconciliation des Ivoiriens. Pardonner, Excellence, n'est pas signe de faiblesse. Celui qui pardonne est honoré par son pardon. Et celui qui est pardonné est conscientisé par le pardon. Il faut désarmer les cœurs. Réunion de famille, réunion de vérité. Donnant les nouvelles du pays, le Premier ministre tient surtout à la clarification sur le climat de sérénité qui règne en Côte d'Ivoire face à certaines préoccupations soulevées par le porte-parole, notamment celles liées à la détention de certaines personnes. Aujourd'hui, il n'est pas exact de dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des prisonniers politiques. Personne en Côte d'Ivoire n'est aujourd'hui en prison du fait de ses opinions politiques. Tous ceux qui ont été donc arrêtés au moment de la crise ont été mis en liberté. Et tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des atteintes à la sûreté de l'État depuis 2012, avec ou des attaques de commissariat, ou des attaques de camps de gendarmerie, ou de camps militaires comme à Kwedo, sont en prison et dans tous les pays du monde. Il ne peut pas y avoir un seul pays au monde avec des responsables qui doivent veiller, parce que c'est une responsabilité première, à la sécurité de leurs citoyens et à l'intégrité de leur territoire, qui accepteraient que des citoyens se lèvent à attaquer des camps de gendarmerie, attaquer des commissariats de police, attaquer des camps militaires. Ceux qui sont aujourd'hui en prison sont des personnes qui ont essayé, bien après la crise post-électorale, de porter atteinte à la sûreté de l'État. Et dans tous les pays du monde, cela est puni. Autre sujet d'intérêt pour la communauté ivoirienne, la gestion du Mont Péko et le retour de la diaspora. J'ai fait plus de 5 tentatives à Abidjan pour pouvoir essayer de m'insérer. Parce qu'il y a deux types de gens qui rentrent. Il y a ceux qui sont des investisseurs, qui ont pu économiser de l'argent et qui vont investir. Nous avons pris nos moyens pour investir dans notre éducation. Donc aujourd'hui, je pense que l'heure est venue de rentrer et d'essayer de porter cela à notre contribution vis-à-vis de notre nation. Les gens qui ont été déguerpis du Mont Péko, actuellement, ils ont envahi les villages. Par exemple, nous, le cas du village, on a une association pour aller construire au village. Et ces places sont occupées actuellement. Quand tu vas à Abidjan, le gouvernement a travaillé. Il y a des routes, des ponts, des routes que tu vois vraiment qui sont comme ici. Et le gouvernement travaille. Nous voyons, et vraiment, tu vois, il ne faut pas seulement critiquer pour critiquer. À chacune des préoccupations, Amadou Gon Coulibaly apporte une réponse. Concernant le Mont Péko,
Je n'ai pas d'éléments aussi exacts que ce que vous dites en disant que les localités sont envahies. Je ne suis pas sûr que ce soit totalement la traduction de ce que se passe sur le terrain, mais je peux vous assurer que le Bon Peko devait être vidé et qu'après, les personnes qui y étaient devaient rentrer dans leur pays d'origine pour celles qui ne sont pas ivoiriennes. Mais naturellement, ce sont des questions humaines. Ce sont des questions humaines qui ne peuvent pas se traiter de manière mécanique. Elles doivent donc se traiter avec toute l'humanité qui convient. Ce qui est de la diaspora, le président vous a appelé à rentrer. Un forum sur la diaspora va se tenir à nouveau pour que l'on puisse faire le point de ce qui s'est passé depuis son appel et que nous puissions déceler ensemble quels sont les problèmes auxquels les uns et les autres ont été confrontés pour que nous décidions à nouveau des mesures correctives qui sont nécessaires pour préparer l'accueil des uns et des autres en Côte d'Ivoire. C'est la nouvelle que je voulais vous donner. C'est par un appel à la cohésion, au pardon et à l'entente que le Premier ministre lève la séance tout en insistant « le pays va bien, la paix est revenue, le calme est de retour, le président de la République est au travail ». Fin de citation. Et ajouter qu'ils sont au total 50 000 Ivoiriens vivant aux États-Unis d'Amérique, chiffre publié par le ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur. Je le disais à l'instant, la gendarmerie nationale renforce ses effectifs. 290 nouveaux élèves sous-officiers, dont 13 filles de la promotion 2016-2018, ont été présentés au drapeau aujourd'hui. Ces femmes et ces hommes sous-officiers ont été jugés aptes à intégrer la gendarmerie nationale après une formation commune de base. Ils ont été invités au respect des lois et institutions de la République. Abou Sanogo. Il est d'usage dans les forces armées que les jeunes qui ont opté pour le métier des armes soient soumis dès leur intégration à une formation initiale, appelée formation commune de base. Et pendant cette période, leur sont inculquées les notions élémentaires de la vie militaire. Après 93 jours d'intenses efforts physiques, intellectuels et moraux, ces 290 élèves sous-officiers de première année de la promotion 2015-2017 vont connaître la joie d'être militaires. D'où une présentation au drapeau qui marque la fin de leur initiation et leur confère la qualité de soldats. Après leur avoir expliqué le sens de cette cérémonie, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a invité les nouveaux gendarmes à être habités par l'esprit de discipline, de rigueur au travail, de loyauté et de fidélité aux institutions de la République. Cette cérémonie consacre la volonté du chef suprême des armées, son Excellence M. Alassane Ouattara, de renforcer les capacités de notre institution qui se trouve confrontée à de multiples défis. La lutte contre l'orpaillage clandestin, la lutte contre les coupeurs de route, la lutte contre toutes les formes de trafic, le terrorisme et j'en passe. Élèves sous-officiers de première année, vous faites désormais partie de ceux qui ont la lourde tâche d'honorer et de défendre le drapeau national en tout temps, en tout lieu, contre toute forme d'agression, et ce, jusqu'au sacrifice suprême. La gendarmerie est une institution prestigieuse avec son mode de fonctionnement et des valeurs propres. Nous n'avons donc pas le droit de décevoir la grande estime que la population nous porte. Désormais jugés aptes à intégrer la grande famille des forces armées, ces nouveaux soldats ont exécuté leur premier défilé aux ordres du lieutenant-colonel Moné Eric, commandant des troupes. À noter également que le nombre de femmes à la gendarmerie nationale, promotion 2015-2017, s'élève à 60. Promotion 2014, comme vous le voyez, on dénombre 4 femmes, ce qui donne un total de 64 femmes dans la gendarmerie nationale. En Côte d'Ivoire, l'intégration des femmes à la gendarmerie a débuté en 2014. Le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire met en place le CPU, le cadre programmatique unique pour accompagner le plan national de développement. Ce programme d'assistance au développement couvre la période 2017-2020. Il est intitulé « Unis dans l'action » et vise notamment l'éradication de la pauvreté et la réduction des inégalités, nous rapporte Sita Soro.
Conformément à leur mission, les Nations Unies se veulent un outil d'appui au développement des pays. En Côte d'Ivoire, cela est matérialisé par le cadre programmatique unique CPU pour l'assistance au développement, d'où l'atelier de lancement de la mise en œuvre de la réforme dénommée Unis dans l'action. Au vu des enjeux et défis du moment, la réforme des Nations Unies, Unis dans l'action, est donc un impératif. C'est dire combien nous sommes conscients que nous devons aller plus loin qu'un engagement politique et prendre des mesures idoines pour garantir le succès de sa mise en œuvre. Nous y parviendrons à travers des mécanismes novateurs de coordination, de planification, de mise en œuvre, de financement, mais également de suivi et de redevabilité. Le cadre programmatique unique va prendre en compte la période allant de 2017 à 2020. Il vise à renforcer la synergie, la cohérence, l'unité des actions et la coordination des activités opérationnelles des Nations Unies en Côte d'Ivoire, tout en s'alignant sur le plan national de développement PND 2016-2020. C'est accompagné, comme ils l'ont toujours fait, notre programme de développement économique et social sur différents aspects, notamment les secteurs sociaux, la santé, l'éducation, l'eau potable, les problématiques comme la question du genre, mais également les droits humains, des questions transversales comme l'environnement, et cela en mettant en commun l'ensemble de leurs activités. Le lancement de cette réforme a été suivi de la signature officielle du cadre programmatique unique CPU 2017-2020 entre le ministère du Plan et du Développement et le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le budget du CPU est estimé à 443 millions de dollars, soit plus de 260 milliards de francs CFA. Et l'opération Grand Ménage se poursuit sur le territoire national. La 3e édition a été lancée ce week-end. L'opération vise à donner un visage reluisant aux villes et communes ivoiriennes. Mais comment les populations s'impliquent-elles? Le ministère de la Salubrité vient justement de faire un bilan de la première journée. L'opération a été suivie à 55% sur le plan national. Le reportage de Grace Kando. Les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur marquent leur adhésion à l'opération Grand Ménage. Ainsi, pour cette 3e édition, le taux de participation sur le plan national s'élève à 55%. Un taux annoncé par la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Dans certaines localités, nous continuons de lancer un appel à tous ceux qui peuvent aider, contribuer, n'est-ce pas, à la sensibilisation. Voyez-vous, là où ça marche, on est fiers. On est heureux et on vit en bonne santé. Et cet effort sera pour nous un acquis qui nous aidera à changer de comportement. Quel est cet effort du mois? Ne rien jeter par terre, ne rien jeter dans la rue. Au cours de ce bilan, Anne-Désirée Ouloto est revenue sur le plan d'urgence de propriété qui sera mis en place dans la commune d'Adjamé pour assainir le boulevard Nangui-Abrogua. Le boulevard Nangui-Abrogua est transformé aujourd'hui en un grand marché. Tout est marché, tout est commerce. Et c'est à peine si les véhicules peuvent circuler tranquillement sur les voies qui leur sont destinées. Adjamé mérite d'avoir un plan d'urgence. Un plan d'urgence pour aider la commune d'Adjamé. Un plan d'urgence pour des questions sécuritaires, pour des questions donc d'assainissement, pour des questions de santé publique. La 4e édition de l'opération Grand Ménage se tiendra le 3 juin prochain. Boisflé est la ville retenue pour le lancement de cette opération qui vise à donner un visage rayonnant à toutes les villes et communes de Côte d'Ivoire. Nous allons maintenant découvrir ces femmes qui se battent de manière extraordinaire pour gagner le pain quotidien. Leur métier, spécialiste en entretien de chaussures pour hommes, grâce à une technique qu'elles ont apprise au cours de plusieurs années. Rachel et Marthe, que vous allez voir dans cet élément, ont pu dompter le cuir. Aujourd'hui, elles redonnent vie à des chaussures usées. Michel Digré a fait une incursion dans leur atelier. Derrière cette vitrine, des chaussures de toutes marques. Si certaines, les neuves, sont destinées à la vente, les autres ont été déposées par des clients pour réfection. Des chaussures qui arrivent souvent dans un état dégradé.
J'avais quelques chaussures. D'accord. Qu'on puisse retoucher un peu la couleur. Ok. Je veux une couleur verte comme ce sac qui est juste à côté de moi. Marthe tient la boutique depuis quelques années. Sa passion, redonner vie aux chaussures. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais vous montrer des chaussures sur lesquelles nous avons déjà travaillé et avec quel type de verre on a eu comme résultat. Marthe partage sa passion avec Rachel, qui est arrivée à ce métier à tout hasard. J'avais travaillé avec une dame. Elle m'a dit qu'elle avait un ami qui avait une boutique de vente de chaussures de luxe pour hommes qui cherchait quelqu'un. Je suis venue, j'ai vu le cadre, j'ai aimé le cadre d'abord et puis j'ai vu le travail qu'il faisait ici. Ça m'a intéressée. Il m'a demandé si ça m'intéressait, je lui ai dit oui. Donc c'est après ça qu'on a fait un essai et puis ils m'ont embauché. Dans leur atelier, elles passent des heures, voire des jours, à essayer de donner une nouvelle jeunesse à des chaussures qui ont pris des rides. Nous sommes partis sur une base marron clair. Pour avoir ce résultat-là, déjà, il a demandé à avoir du rouge. Et avec, vous voyez le côté cousu là, il a demandé que ce soit un peu plus foncé. C'est-à-dire foncé, nous on appelle ça légèrement la fumée. Donc on fume un peu les côtés tissés et ça nous donne une belle allure. Aucune chaussure ne résiste à leur habileté. Nous avons cette chaussure-là, une tennis. Voilà la couleur d'origine, la teinte. Les clients l'ont achetée et malheureusement, ils constatent que la chaussure est légèrement tachée. Il y a des petites imperfections dessus qu'ils n'aiment pas. Et pour avoir un bon rendu, on lui a proposé de faire une patine dessus pour cacher toutes ces imperfections. Et voilà un peu ce qu'on a pu obtenir. On attend qu'il nous valide encore et qu'il apprécie ce qu'on a fait et qu'on continue sur l'autre pied. C'est bon, vous avez pu avancer un peu sur les chaussures sur lesquelles vous travaillez. Si Marthe et Rachel excellent dans leur activité, c'est grâce à Guillaume Do. Il faut commencer déjà à sombrer un peu plus sur les côtés. La formation n'a pas été facile, ça a été très long parce qu'il fallait qu'elle comprenne le mécanisme, il fallait qu'elle comprenne ce qu'il fallait faire sur la chaussure et tout ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je suis tellement fier de le voir travailler. Elles sont capables de diagnostiquer une chaussure qui arrive. Dès la réception de la chaussure avec le client, qu'est-ce qu'on est capable de faire sur la chaussure jusqu'à la livraison. Voici vos chaussures. Admirez pour voir si la teinte a été bien faite. Vous ne dites pas que c'est matériau, ça? Si. Les clients, eux, sont séduits par le résultat final. Vous l'aimez ou bien comment vous la trouvez? C'est fantastique. Moi, je ne pensais pas que c'était possible de changer. Ce que je peux donner comme conseil aux femmes, il ne faudrait pas que les femmes aujourd'hui se disent qu'il y a des métiers d'hommes et de femmes. Tous les métiers sont faits pour tout type de personnes, qu'elles soient féminines ou masculines. Et qu'elles se donnent à fond dans ce qu'elles font, qu'elles aiment le travail qu'elles font et elles verront qu'au bout de l'effort, elles auront un résultat fabuleux. Wow. Mettre les hommes à leurs pieds avec des chaussures relookées à la touche féminine, Marthe et Rachel sont en passe de réussir leur pari. Voilà, comme on le voit, les femmes brisent le tabou, elles investissent dans tous les secteurs d'activité, même celles qu'on disait autrefois réservées aux hommes. Les femmes dans la cordonnerie, mais également les femmes agents de sécurité. On en trouve aujourd'hui. Le point commun de ces femmes, elles travaillent pour s'assumer, pour dire non au chômage. Femmes, agents de sécurité, on fait la découverte maintenant avec Sita Soro. À 39 ans, le BEPC en poche, Emilienne a tronqué la tenue civile pour un uniforme, celui d'agent de sécurité communément appelé vigile. J'ai eu comme ça l'envie parce que j'ai eu une femme un jour qui était en tenue qui m'a beaucoup impressionnée. Bon, je me suis dit, pourquoi pas moi, puisque c'est un métier comme les autres. Autrefois très rare de voir les femmes exercer ce métier qui, dit-on, est réservé aux hommes. Aujourd'hui, les données ont changé et il n'est pas moins courant de voir les femmes exercer cette profession. Son diplôme et sa féminité n'entachent donc en rien son amour pour son métier. Bon, avec mon diplôme, ça m'est venu à l'idée de passer des concours, de suivre même des cours pour avoir un emploi. Mais avec les moyens et tout ce que les gens demandaient, je n'ai pas
je n'ai pas pu terminer cela. Donc, je me suis lancée dans le métier de la sécurité. Tout comme les hommes agents de sécurité, elles ont comme objectif la sécurisation des biens et des bâtiments, la sécurité des personnes, la prévention des actes de vol et de malveillance. Pour ces tâches, Caroline est imbattable. Travailler avec les hommes, par moments, ils disent que quoi? Tu as choisi de faire le travail d'un homme, donc on exécute comme des hommes. J'ouvre le portail, souvent je suis à l'administration, au niveau des bureaux, et je réponds aux déclarés, où ils vont, je les dirige par moment. Sur sa moto, prête à toute intervention, Pauline, quant à elle, a gravi les échelons. Elle est aujourd'hui patrouilleuse. La commune de Yopougon n'a plus aucun secret pour elle. J'ai suivi la formation, j'ai fait niveau 1, niveau 2 et puis niveau 3. Maintenant, j'ai fait niveau 4 qui est l'intervention. On intervient sur terrain et puis on fait le contrôle. Voilà. Et puis l'assistance. Je couvre la zone de Yopougon jusqu'à Niamey et jusqu'à la sortie sur la route de Dabou. Pour y arriver, elle a dû faire fi des préjugés et surtout des discriminations. On ne me considérait pas trop parce que je suis femme et puis en plus, on me voyait petite. Donc on ne peut pas imaginer que je peux travailler comme les garçons. J'ai donné beaucoup de courage depuis que je travaille. J'ai remarqué que beaucoup m'ont imité. Cependant, pour être recrutées, toutes ces filles passent par une sélection minutieuse et rigoureuse. Des filles qui, la plupart du temps, se font remarquer par la qualité du travail. Emilienne, Caroline et Pauline font partie de toutes ces femmes qu'emploient ces sociétés de sécurité. Chacune avec son histoire et sa qualification, mais toutes avec une détermination commune, dire non au chômage. Voilà des femmes qui disent non au chômage. Une action saluée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Sa priorité, faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Il vient donc de lancer la phase 3 de l'opération dénommée « Une formation, mon passeport pour l'emploi ». Le but, soutenir les jeunes demandeurs d'emploi en leur donnant les chances de réussite. 30 000 jeunes seront formés cette année. Chris Diomandé, à Boussanogo. Bonne nouvelle pour les jeunes. Ils auront désormais plus de chances pour leur insertion dans le tissu socio-professionnel grâce à des formations dans plusieurs domaines d'activité. Ce sont 30 000 jeunes à former, répartis comme suit. 10 000 jeunes à l'initiative entrepreneuriale et montage de plans d'affaires. 18 000 aux techniques de recherche d'emploi. 1 000 dans les modules informatique et marketing. Et 1 000 à l'obtention d'un permis de conduire. Cette action s'inscrit dans le cadre du lancement de la phase 3, dite Une formation, mon passeport pour l'emploi. L'initiative est de l'agence Emploi Jeunes. Le gouvernement ivoirien, soucieux d'offrir une gamme de réponses variées aux jeunes, a adopté le 5 avril 2017 la communication relative au bilan de l'édition 2016 et au lancement de l'édition 2017 de ce programme. Cette opération, qui a été initiée pour la première fois, cela a été dit tantôt, en 2015, vise à soutenir les jeunes demandeurs d'emploi en leur donnant les chances de réussite de leur projet d'insertion socio-professionnelle. L'opération Une formation, mon passeport pour l'emploi constitue un véritable levier pour aider les jeunes à construire leur parcours professionnel. La durée de la formation est de 1 à 3 mois maximum, avec à court terme un emploi. Nous sommes vraiment contents que la formation se passe ici. Nous sommes vraiment contents d'avoir une formation qui va dans ce sens-là, dans le sens de comment écrire un CV. Actuellement, nous sommes en train de montrer comment élaborer un CV gagnant pour pouvoir avoir une meilleure communication entre son document qui présente ses différentes compétences à l'employeur. Cette action vise à lutter efficacement contre le chômage en Côte d'Ivoire. On ouvre le chapitre politique de cette édition avec le MFA. Thème MFA d'hier à aujourd'hui. Quelle stratégie pour une nouvelle dynamique? C'est justement ce thème de l'atelier organisé par le mouvement des forces d'avenir à Bingerville. Le but de ce rendez-vous, diagnostiquer les maux qui minent le parti et proposer des solutions pour son développement. Ahmed Traoré, Sita Soro.
Pour mieux affronter les échéances électorales à venir, le MFA, Mouvement des Forces d'Avenir, se refait une nouvelle santé. D'où l'organisation d'un atelier de réflexion. Objectif, identifier les mots qui minent la bonne marche du MFA et proposer une stratégie de redynamisation du parti. À la question de savoir si le MFA présentera un candidat à l'élection présidentielle à venir, son président dit s'en remettre à la décision des leaders du RHDP, son groupement politique. Pour le moment, nous sommes en RHDP et nous sommes donc militants actifs pour qu'il y ait un candidat RHDP. Mais pour que le parti puisse apporter suffisamment à cette alliance, il faut que le parti mobilise ses troupes. Et donc il faut trouver des axes de réflexion qui puissent nous permettre de mobiliser nos troupes, de sorte que le moment venu, nous puissions donc jouer notre rôle vis-à-vis de nos partenaires. Anzmana Moutaye, président du MFA, exhorte les membres de son parti à mettre en place une stratégie de remobilisation. Il souhaite aussi développer des partenariats au plan national et international. Nous partons maintenant pour le village de Yopougon-Kouté, ici même à Abidjan. Ce village vient d'organiser une fête de génération, la génération Tchaba Agban, un moment festif mis à profit pour rendre hommage au président de la République, Thomas Kessambi. Le village de Yopougon-Kouté, dans la commune de Yopougon, district d'Abidjan. Si les exigences du temps le tirent dans le modernisme, ces pieds, eux, refusent toujours de quitter la tradition. La sortie du troisième guerrier de la génération Tchaba, catégorie Agban. Le rendez-vous qui présente le troisième porte-étendard d'une génération qui devrait prendre les rênes du pouvoir dans 5 ans a toute une signification. La sortie du troisième guerrier, Taplognan Djidji, en pays à Tchan, c'est ça quoi, à Douassan Taplognan. Et donc c'est lui qui, au cours de toutes les cérémonies, j'allais dire cérémonie de douleur, de bonheur, on l'appelle. Et puis bon, quand il y a des anti-guerriers, c'est lui qui assume. En 2022, dès que les Doubo quittent le pouvoir, nous accédons au pouvoir dignement. Rendez-vous de valorisation d'un patrimoine culturel. Adama Diawara, parrain de la cérémonie, l'apprécie à sa juste valeur. Chaque région de la Côte d'Ivoire doit faire en sorte que les éléments caractéristiques de sa culture puissent continuer à vivre. De telle sorte, comme je l'ai dit, que la Côte d'Ivoire, au grand rendez-vous mondial culturel, la Côte d'Ivoire ait des éléments à faire valoir. La diversité ethnique et culturelle, une richesse inestimable dans laquelle la Côte d'Ivoire devrait puiser pour sa cohésion et son ouverture sur le reste du monde. C'est le sentiment qui anime le chef du village. Professeur émérite Adama Diawara, qui est du Nord, là-bas, ce que nous connaissons en matière de culture, c'est le poro. Ici, c'est le taprognan. Mais les deux cultures ont le même trait. Pour l'ébrier, c'est s'affranchir. C'est désormais l'illustration qu'on est mature, qu'on est prêt à servir sa communauté, on est prêt à servir sa famille, on est prêt à servir sa patrie. Ce rendez-vous culturel a été le lieu pour le village d'exprimer toute sa gratitude au chef de l'État pour le bitumage de ses voies et autres artères, le rendant ainsi enviable et envié. Plus loin en Centrafrique, 4 casques bleus ont été retrouvés morts après l'attaque de leur convoi hier dans le sud-est du pays. La mission des Nations Unies avait annoncé un peu plus tôt la mort d'un soldat. Un casque bleu est toujours porté disparu. C'est l'une des attaques les plus meurtrières visant les casques bleus en Centrafrique ces derniers mois. Et de l'autre côté du globe, en France, l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls veut se présenter aux élections législatives de juin sous la bannière de la République en marche d'Emmanuel Macron. Son annonce a fait réagir le Parti socialiste qui le menace d'exclusion. Mais du côté d'Emmanuel Macron, on a su ne pas avoir reçu de candidature officielle. Il lui reste 24 heures pour la déposer, prévient un membre de l'équipe du nouveau parti La République en marche. Un nouveau président pour la Corée du Sud, Moon Jae-in, démocrate et défenseur des droits de l'homme, a remporté la présidentielle selon un sondage sorti des urnes. Ce résultat, s'il est confirmé, doit permettre aux Sud-Coréens de tourner la page après des mois de scandales de corruption qui ont emporté l'ancienne présidente Park Geun-hye. Elle attend son jugement derrière les barreaux. Moon Jae-in, le président élu, prône le dialogue avec la Corée du Nord afin de désamorcer les tensions. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci à vous tous de votre aimable attention. Passez une très belle soirée sur RTI 1.